Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fidé Post de Fidé TV. Aujourd'hui, c'est une émission Fidé News. On va parler news et on va parler justement de l'actualité brûlante, notamment de toutes ces histoires de vaccins obligatoires. Donc on sait que on en a parlé sur le Fidé Post il y a quelques jours, juste avant Noël, de ce fameux projet de loi vers un vaccin obligatoire en France ou pas. Qu'en est-il? Alors effectivement, le projet de loi numéro 3714, déposé par M. Jean Castex à l'Assemblée nationale ce 21 décembre, propose en fait d'instituer un régime pérenne, je cite un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires en procédure accélérée. Dans l'exposé des motifs de ce projet, on apprend, je cite encore, l'ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions conçu dans des circonstances particulièrement contraintes et pour faire spécifiquement face à l'épidémie de Covid-19 un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l'ensemble des situations sanitaires exceptionnelles. Fin de citation. Bon, en clair, certes, mais en clair, il s'agit de donner au régime de la Ve République le pouvoir d'établir ou de prolonger cet état d'urgence pour raisons sanitaires ad vitam aeternam, au moment même où l'imposture de la pandémie covidienne dépasse l'absurde pour rejoindre la folie criminelle. En plus de ça, il apparaît clair que les effets de ce virus ont été clairement exagérés de façon incroyable, et plus ceci apparaît, plus il apparaît également que le gouvernement français, pas seulement français, mais d'autres gouvernements, s'obstine de façon absurde, étrange, à placer le pays sous une espèce de chape de plomb socio-économique absolument incroyable, enfin complètement déraisonnable. Il n'y a aucun sens, il n'y a plus de bon sens à tout ce qui se passe. Alors, durant des mois, les Français les plus alertes, ou voire les plus parano, alors il peut aussi y avoir des bons côtés à être un petit peu parano de temps en temps. Ces Français ont annoncé, et bon pas seulement des Français, mais des gens dans le monde entier, en Occident notamment, ont prévenu de la mise en place de vaccins obligatoires. Alors, la fiction finalement a rejoint rapidement la réalité, puisque dernièrement, effectivement, le ministère de la Santé de l'État juif a annoncé la mise en place d'un passeport vert, c'était je crois vers le 15 décembre ou quelque chose comme ça, un passeport vert qui attestera justement de la prise du vaccin par un individu et qui permettra à ce dernier de pouvoir se rendre dans des lieux tels que des bars, des restaurants, des salles de spectacle, etc. etc. Alors, je ne sais pas si le gouvernement, enfin le ministère de la Santé de l'État juif a été le premier à vraiment annoncer de façon un peu officielle ce projet-là, mais d'autres gouvernements l'ont fait, ou en tout cas d'autres représentants de gouvernements officiels occidentaux l'ont également fait dans le même sens, dans le même état d'esprit. Et on a vu d'ailleurs que très rapidement, en fait, ça a donné un espèce de signal, notamment par exemple en France à la députée LREM Valérie Six, qui a donc repris cette proposition à l'Assemblée nationale. C'était le 16 décembre 2020. Et Valérie Six nous dit, alors elle dit qu'elle propose la mise en place d'un passeport vert pour les personnes vaccinées qui leur permettrait de se rendre au restaurant ou dans les lieux de culture. Cette mesure, mise en place en Israël, enfin dans l'État juif, inciterait à la vaccination, fait-elle valoir. Alors évidemment, bien sûr, que ça incite à la vaccination, puisque, en fait, tout le dilemme qu'il y a en ce moment, enfin toute la question, toute la polémique, et même dans la façon dont ce projet de loi est avancé, eh bien, ce n'est pas en fait de pousser à une obligation comme ça à la vaccination, dans le sens où on ne va pas toquer à votre porte et des soldats vont débarquer ou la police pour vous vacciner de force. Ça va plutôt être quelque chose du genre, en fait, vous n'aurez plus accès à un certain nombre de services sociaux. En fait, en quelque sorte, vous n'aurez plus droit quasiment à une vie sociale normale si vous ne pouvez pas justement faire valoir
le fait que vous êtes vacciné et que vous pouvez présenter donc ce fameux passeport vert, ce fameux passeport sanitaire. En fait, les régimes démocratiques actuels ne peuvent pas se payer le luxe de forcer ouvertement les gens à se faire vacciner, donc de façon un petit peu manu militari. Donc le vaccin ne sera pas obligatoire, entre guillemets, mais en revanche, l'accès à certains services de la vie courante, eh bien, effectivement, là, ce sera réservé à ceux qui pourront prouver qu'ils se sont fait administrer le fameux vaccin contre le Covid. Alors, un vaccin qui, comme on le sait, a été développé à la hâte, c'est le cas de le dire, et qui, pour le moment, n'a pas contribué à grand-chose, à part, sinon, à enrichir massivement les actionnaires des multinationales, notamment du secteur pharmaceutique, les fameux Big Pharma. Et d'ailleurs, c'est vraiment incroyable cette histoire de vaccin, parce que on a mis des années à développer un vaccin contre la grippe saisonnière, dont on ne sait même pas, je ne sais pas s'il est efficace ou pas, je ne suis pas du tout spécialisé dans le domaine de la médecine, mais en tout cas, on peut trouver tout à fait étonnant que en quelques mois à peine, eh bien, on soit en mesure de développer un vaccin contre cette grippe tout à fait nouvelle, tout à fait redoutable, pour laquelle justement on bloque toute l'économie, pour laquelle on boucle tout l'Occident en fait, hein, surtout l'Occident, mais bon, d'autres parties du monde aussi bien sûr, en Asie ou dans les Amériques du Sud, mais bon, ça fait aussi partie de l'Occident, peu importe. C'est étonnant, et plus que ça, c'est même effrayant, parce que on n'a aucun recul sur ce vaccin. Évidemment, je crois que j'ai vu un sondage qui montre que près de la moitié des Français sondés, en tout cas, disent qu'ils refusent de prendre ce vaccin. Bon, ce qui est bon signe, hein, ce qui est un certain bon signe d'une bonne santé mentale d'une bonne partie des Français. D'ailleurs, apparemment, c'est l'un des taux les plus élevés en Occident. Hein, donc là, c'est un bon côté, on va dire, des Français, des fameux Gaulois réfractaires. Mais tout ceci est inquiétant parce que, d'une façon ou d'une autre, il semble que le pouvoir politique soit vraiment décidé à nous faire gober ce vaccin d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas à en faire la promotion par tous les moyens, alors qu'effectivement, on a toutes les raisons de douter d'un tel vaccin, notamment d'une part parce que clairement on voit que toute cette crise sanitaire est complètement largement exagérée, et d'autre part parce qu'effectivement ce vaccin a été développé à la hâte, dans des conditions, bon, voilà, tout à fait plus qu'étranges, mais même spéculatives, puisqu'on voit clairement que toutes ces multinationales pharmaceutiques, eh bien, se gavent, vont se remplir les poches, tandis que finalement la facture, c'est nous qui allons la payer, puisque certes l'État achète massivement tous ces vaccins. On sait qu'on a vu pendant le début de la crise notamment qu'il y avait énormément bien sûr de collusion, de corruption, voilà, avec des gens qu'on nous présentait dans les médias comme des spécialistes, alors qu'en fait ils ont, voire même des membres finalement, enfin des représentants du gouvernement, et bon, on voit que ces gens en réalité ont des intérêts pas seulement idéologiques mais aussi financiers, pécuniers pour eux-mêmes. Donc là aussi il y a une espèce de collusion qui est très claire maintenant, qui est assez éventée. Bon. Justement, alors qu'en est-il justement de ce fameux projet de loi? Eh bien précisément, un article particulier de ce fameux projet de loi, hein, donc, qui a été déposé récemment, déposé par Jean Castex, pourra justement amorcer cette fameuse tendance, cette tendance à imposer d'une façon ou d'une autre, à contraindre à la vaccination, pas de façon ouvertement obligatoire, mais en tout cas pour en tout cas l'accès à, par exemple, des services sociaux, l'accès à des transports publics, etc., etc. Alors je cite ce passage polémique notamment. Le Premier ministre peut, le cas échéant, subordonner les déplacements des personnes, leurs accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l'étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d'application, blablabla.
s'agissant notamment des personnes concernées. Bon, il y aura peut-être aussi des catégorisations, donc bon. Alors, bien sûr, vous pouvez trouver toutes ces références, tout ce dont je vous parle. On a fait un article à ce sujet, donc il y a quelques jours sur le Fil des Postes. Vous pouvez trouver tout ça là-bas, ou trouver le texte tout simplement sur le site de l'Assemblée nationale. Bien qu'on va y revenir, apparemment, il y a eu une espèce de rétropédalage de l'exécutif, ce qui est la moindre des choses, mais on voit que... Bon, on va en parler, on va en parler. En attendant, j'aimerais rappeler une chose, que tandis que le nombre de pauvres, tandis que la pauvreté augmente, explose parmi le peuple européen occidental, bon, en Europe de l'Est sans doute aussi, mais en tout cas, tandis que voilà, cette pauvreté augmente en Europe de l'Ouest, tandis qu'en pleine période de Noël, eh bien, la France est soumise à un couvre-feu parfaitement absurde et inutile, et tandis que le petit commerce, les petites entreprises, l'entrepreneuriat français de la France périphérique se meurt, eh bien, les grands conglomérats pharmaceutiques, mais aussi d'autres secteurs, hein, les big tech et compagnie, eh bien, eux, ils se gavent, ils enregistrent des profits records, avec pour clients les gouvernements, ces gouvernements de crapules qui sont manifestement complices, comme je l'ai dit. Alors, à mon avis, ce n'est là que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas de la poursuite finalement de l'épidémie de Covid-19, à mon avis, dont il faut avoir peur, mais bien plutôt du virus de la corruption, de l'immoralité et de la méchanceté, au sens biblique du terme, des gouvernements actuels. Et qu'on ne me parle pas d'incompétence. Il s'agit de corruption, d'immoralité et de méchanceté. Qu'on ne me parle pas d'incompétence, parce que bon, ça revient souvent, notamment chez les gens qui ne sont pas forcément très au fait. Évidemment, bien sûr que, notamment, vu l'époque qu'on se trimballe, il suffit de jeter un coup d'œil à certains individus dans la représentation à l'Assemblée nationale ou même au Sénat, mais tout simplement au gouvernement. Bon, clairement, on y trouve des crétins, des imbéciles. J'ai pas peur de le dire, hein, je veux dire, c'est un constat, c'est même pas une injure, mais des gens comme Marlène Schiappa, Laetitia Avia, des gens comme ça, bon, ces individus, clairement, n'ont aucune culture profonde, ce sont des gens un petit peu grossiers, comme ça. Bon. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas tous les noms en tête, et puis ça date pas d'hier. Mais on est clairement dans une époque où, voilà, c'est aujourd'hui un petit peu le standard de réussite. On voit ces mêmes personnes d'ailleurs dans l'encadrement de pas mal de grandes entreprises, dans des services publics, voilà, on les voit un peu partout. Bon. Ok, ces gens-là, on peut dire qu'effectivement, quelque part, ce sont des incompétents parce que ce sont des crétins. Par contre, je ne suis pas d'accord pour dire que dans l'ensemble, on fait face à un gouvernement d'incompétents ou quoi que ce soit. Non. Quand vous avez la chance, enfin, ou la chance, je ne crois pas que ce soit une chance, mais quand vous avez l'occasion, par exemple, de côtoyer des personnes dans ce genre-là, des gens qui sont, on va dire, un petit peu dans la haute administration, notamment proches de l'exécutif, etc., etc., bon, vous vous rendez compte qu'on n'a pas du tout affaire à des incompétents, ce ne sont pas des gens qui manquent de compétences, ce ne sont pas des gens qui manquent de formation, ce ne sont même pas des gens qui manquent d'intelligence, ce sont juste des gens qui manquent de moralité et des gens qui manquent tout simplement qui n'ont aucune conscience ou aucune volonté tout simplement d'agir pour le bien commun, pour la res publica. Et le problème il est là, c'est vraiment un problème moral, de corruption, donc de méchanceté. La méchanceté au sens biblique, c'est vraiment l'impiété, l'immoralité dans son sens le plus profond. Malheureusement, enfin, pour l'instant, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger, il faut le dire assez clairement. Si l'on en croit notamment les nouvelles venues d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni, où, paraît-il, des nouvelles formes du Covid-19 auraient été détectées. Bon. La chose qui est assez inquiétante dans tout ça, si vous voulez, c'est que on se trouve à une époque et dans un temps précis, enfin une époque précise dans laquelle en fait il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir dans la mesure où je ne parle pas de contre-pouvoir démocratique, enfin toute cette salade, je veux dire, il faut quand même maintenant être clair à ce niveau-là. Je veux parler de contre-pouvoir constitué au sein de la société.
Euh, vous savez que l'un des aspects, et j'en ai beaucoup parlé notamment dans mon livre Mystère de la Révolution, l'un des aspects les plus pernicieux des révolutions euh, depuis toujours, hein, depuis Genèse 3.15 on va dire, c'est l'aspect anthropologique, la destruction de l'anthropologie presque de la nature humaine. Bon. Et je crois que c'est un des effets, enfin on arrive un petit peu à un stade terminal, hein, depuis maintenant plusieurs années, on le voit avec plein de choses, hein, le mariage gay, l'avortement, tout ce que vous voulez. On le voit aussi avec l'immoralité des gouvernements dont je parlais, et leur dédain, si vous voulez, pour le bien commun. Et du coup, dans la société, eh bien, on a cassé, si vous voulez, ce qui faisait par exemple autrefois l'anthropologie française. Bon, notamment l'anthropologie catholique. C'était principalement contre cette anthropologie-là que tous les pouvoirs révolutionnaires, qu'ils soient communistes, qu'ils soient maçonniques, qu'ils soient ultra-capitalistes, si vous voulez, ces pouvoirs-là se sont toujours attaqués finalement à l'anthropologie catholique de tous les pays, hein, pas seulement en France bien sûr. Pourquoi? Parce que évidemment, s'il ne doit en rester qu'un, c'est le peuple catholique. C'est le peuple catholique qu'il fallait détruire, auquel il fallait s'attaquer, parce que c'est cette population-là qui a justement la capacité, si vous voulez, de comprendre en profondeur les événements du monde, la réalité du monde. Et donc par conséquent, bon, cette anthropologie étant réduite maintenant à peau de chagrin, on voit que depuis Vatican II, mais aussi depuis un petit peu avant, eh bien, toute cette anthropologie qui était capable justement, a priori, qui aurait été capable de résister à tout ce qui se passe aujourd'hui, ou même depuis un certain nombre d'années, eh bien, n'est plus vraiment en mesure de le faire. Elle est toujours présente, bien sûr, mais elle est en nombre réduit, et elle fait face vraiment à une société qui est hostile de façon générale, non seulement les gouvernements, mais même une grande partie de la population. Par conséquent, c'est très difficile en fait finalement de s'organiser maintenant, par exemple ne serait-ce que politiquement, si vous regardez bien, depuis, alors je digresse un peu par rapport au sujet, mais finalement pas tellement, si vous regardez bien ces 40, 50 dernières années, on voit vraiment une mort du politique, on voit une mort même du personnage politique. On n'a plus aujourd'hui de politiciens, même des politiciens, on va dire un petit peu de la carrure du type Chirac par exemple. Alors Chirac était certes une crapule, mais qui était encore un petit peu une crapule de l'ancienne époque, avec un certain bagou, un charisme, voire même avec un certain, comment dire, certain intérêt tout relatif pour les intérêts de la France, et encore, bon, ça c'est encore une autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire. On avait encore des personnages. On avait encore des Jean-Marie Le Pen, il existe toujours. Euh, voilà, on avait des ganaches, comme on dit, on avait des grandes gueules, on avait vraiment des personnages. Tout ceci n'existe plus aujourd'hui. On a des Macron, on a encore quelques Sarkozy, Hollande, mais ces gens-là, ce sont des fils indignes, si vous voulez, de la génération précédente. Quoique dignes, enfin bref, dignes dans un certain sens, mais indignes quand même. Mais voilà, on n'a plus vraiment ce genre de personnage. Et du coup, on n'a plus non plus vraiment de formation politique. Si vous regardez finalement les formations politiques de la Ve République n'ont pas tellement bougé, on reste toujours sur les mêmes schémas. RPR, Parti Socialiste, enfin RPR, UDI, tout ce que vous voulez, puis Parti Socialiste. Bon, aujourd'hui, le Parti Socialiste est un petit peu morose, forcément, il a été dépassé par LREM, par les Verts aussi, surtout. Les Républicains aussi, ils ont été dépassés par LREM, et puis on va dire que voilà, tout ce qui est UDI, tous les petits partis centristes, maintenant, voilà, c'est un petit peu dépassé. Tout ce qui est parti de gauche, ben, maintenant c'est surtout LFI là. Mais voilà, avant LFI, il y avait quoi LFI finalement a récupéré un petit peu tout ce qui restait, voilà, du Parti communiste, de la LCR, enfin de toutes les formations gauchistes. Mais finalement, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a plus même de possibilité vraiment de former un grand mouvement politique populaire qui va être en mesure justement ben, ne serait-ce que de se former, de former un mouvement de masse. Le Rassemblement national, qui est simplement, je veux dire, la suite du Front National, donc, qui a été créé dans les années 70. Bon, le Rassemblement National, comme la plupart des partis populistes européens actuels, AFD, Vox et compagnie, tout ça, c'est des partis homosexuels, pro-avortement,
ce sont des partis, on va dire, libertaires, qui en fait voilà, ne réagissent que vaguement à l'immigration et encore, et puis c'est tout. Donc ce sont des partis intellectuellement gauchisés, donc ça ne vaut plus rien, ce sont des partis dépassés. Et même les personnages qui en sortent un petit peu, en tout cas en France, voilà, sont assez ringards. Et ne comprennent, enfin, sont des libéraux, sont des libertaires, voilà, donc tout ça est à balancer. Donc voilà quelle est la situation, voici quel est le constat. Et c'est pour ça que les jours qui s'annoncent vont être assez difficiles. Il ne faut pas penser que parce qu'on sort de 2020, tout va s'arranger. Non, je pense qu'on va encore vers des moments assez difficiles, surtout que, effectivement, donc, comme je le disais, on n'a pas vraiment cette capacité à s'organiser, du moins, je veux dire, à un niveau humain, matériel, dans la société en général. Maintenant, bien sûr, nous autres catholiques, instinctivement, parce que voilà, on fait partie de l'Église, eh bien, on a cette approche communautaire hein, de l'organisation sociale et humaine, familiale, tout ce que vous voulez. C'est normal, bien qu'on soit tout à fait ouvert vers le monde, et on est bien sûr, l'Église étant une organisation qui vise, une organisation bien sûr d'origine divine, mais qui vise à rassembler à elle le maximum d'âmes humaines. Mais je digresse encore, tout ça pour dire que je pense qu'on arrive à un moment, et je pense que ça ne date pas d'hier, je pense qu'il est vraiment plus que temps de se communautariser. Et on voit d'ailleurs que c'est un peu le mouvement que suit l'ensemble de la société. On voit, alors les élites bien sûr, l'état profond, appelez ça comme vous voulez, eux, ils se communautarisent bien comme il faut, puisque on le voit avec toute cette histoire hein, de magouille, de Covid et compagnie. Eux, il n'y a pas de problème, ils s'organisent entre eux. Il y a d'autres, évidemment, communautés organisées, n'est-ce pas, qu'on connaît tous, bon, diverses et variées, hein, il y en a de toutes sortes. On voit aussi que, voilà, dans le reste de la société, les gens prennent presque instinctivement conscience de tout ça et se communautarisent. Donc, nous autres catholiques, eh bien, il faut qu'on continue dans cette voie-là. Bon, sur un point de vue familial, par exemple, hein, par le mariage, tout simplement, par les alliances entre familles, par l'entraide communautaire, par l'entreprise aussi, par le business. Voilà, il faut qu'on pense à tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a 2 ans de ça, j'avais fait un article à ce sujet sur le Fide Post, à l'époque Fide Catholica. Et finalement, voilà, je vois que, bon, pour une fois, j'avais bien senti les choses. Mais bon, en même temps, c'était pas très compliqué de le voir déjà à l'époque. Donc je pense que c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à, pas seulement pour nous autres catholiques, hein, mais pour l'ensemble de la société, eh bien, à former quelque chose vraiment voilà, de consistant, vraiment, pas des organisations un peu fumeuses ou des espèces de trucs, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le virtuel. C'est vrai que on est beaucoup dans le virtuel et on voit, même les gens le voient maintenant, voient les limites de ça, de la prise de conscience, ok tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait, on peut rien faire, bon. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi se féliciter de certains côtés positifs de cette année 2020. C'est que paradoxalement, je crois qu'on n'a jamais vu, en tout cas depuis longtemps, une telle montée en force de la nouvelle opinion publique, ou en tout cas une telle prise de conscience d'un si grand nombre de Français. Alors, je ne parle pas de prise de conscience spirituelle qui pourrait les amener vraiment au catholicisme, alors peut-être que ça existe en marge, mais je parle de prise de conscience tout simplement sur les réalités politiques. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont été confinés, alors là, un aspect tout à fait intéressant du confinement, parce qu'ils ont été confinés, ils ont presque été contraints finalement de se renseigner par eux-mêmes, notamment parce qu'on était dans une situation, notamment au début du confinement, dans une situation tout à fait inédite pour beaucoup d'entre nous, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, la jeune génération. Bon, on n'a jamais connu quelque chose comme ça. De la même façon, je pense que le fait que beaucoup de gens aient subi une forme de précarisation, pas forcément immédiate, mais en tout cas très proche, je pense que finalement, bon, le ventre parle, n'est-ce pas? Donc beaucoup de gens se sont dit, effectivement, là, on arrive dans une situation complètement délirante et je risque de tout perdre. Je risque de finir à la rue, voilà, d'être ruiné. Et on le voit d'ailleurs, je citais, enfin, je ne l'ai pas cité, mais j'évoquais tout à l'heure la pauvreté qui explose en Europe, notamment en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne aussi. Voilà, tout ceci est dû à cause de cette pandémie, soi-disant pandémie, et de la gestion surtout complètement
irrationnelle de cette pandémie qui cause effectivement qui commence à causer des désastres, non seulement entrepreneuriaux, mais familiaux également, et personnels, individuels. Voilà, donc beaucoup de gens ont pris conscience de beaucoup de choses, et on le voit dans les sondages, hein, avec cette défiance de beaucoup de Français vis-à-vis de cette possibilité d'une vaccination obligatoire, ou en tout cas de la mise en place d'un passeport vert, d'autant plus que, je n'ai pas pensé de le signaler, mais François Bayrou, donc haut commissaire au plan, se dit favorable, lui, aujourd'hui, au passeport sanitaire. Alors c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu là, sur un article de BFM TV que face au tollé suscité par un projet de loi sur les urgences sanitaires, donc le fameux projet dont on parlait, instituant la possibilité de voir conditionner certains déplacements à la vaccination, le gouvernement a reporté de plusieurs mois le dépôt du texte devant le Parlement. Mais à mon avis, ne vous en faites pas, ils vont revenir rapidement avec ça. Ils vont trouver quelque chose voilà, pour nous endormir quelque temps, et à mon avis, ils vont vite revenir avec ça. En tout cas, s'ils le peuvent, sauf extraordinaire. En tout cas, donc François Bayrou, interrogé sur LCI sur ce sujet, a estimé qu'on peut tout à fait imaginer la mise en place de ces passeports verts et donc une vaccination plus ou moins obligatoire, que d'une certaine manière, le fait d'être soumis à la vaccination ouvre des portes qui jusque-là étaient alors fermées. Voilà, selon Bayrou, avant apparemment, si on n'était pas vacciné, il y avait des portes fermées. Ben non, avant on vivait tout à fait tranquillement, enfin relativement tranquillement. Et aujourd'hui, voilà, sous prétexte de cette soi-disant pandémie, eh bien on veut trouver une forme d'obligation finalement, d'obliger les gens sous une forme ou une autre à se faire vacciner. Ceci étant dit, je pense maintenant que malgré cette prise de conscience massive des gens, qui est tout à fait heureuse, hein, c'est une bonne chose, je pense que j'espère pouvoir communiquer à un nombre suffisant de gens, enfin au fil du temps en tout cas, qui prennent conscience de ces choses, certes voilà, de cette espèce de dictature sanitaire un petit peu qui se met en place, voilà, qui prennent conscience des réalités politiques, qui prennent conscience de choses que vous, moi, connaissions depuis des années. Et à l'époque, même des personnes, on va dire, de notre entourage qui nous traitaient, enfin, qui nous considéraient un petit peu comme voilà, un petit peu des extrémistes, ou voilà, des gens un petit peu aux opinions un petit peu extrêmes, et bien se rendre compte que finalement, ces opinions n'étaient pas si extrêmes que ça. Donc même des gens comme ça, voilà, reviennent à leur bon sens. Mais maintenant, il va falloir aussi que ces personnes-là réalisent que ça, ce n'est vraiment qu'une toute petite étape du réveil. Le vrai réveil pour tous ces gens-là, ce sera lorsqu'ils vont s'approcher du Christ, s'approcher de l'Église, et considérer une conversion au catholicisme, voire pour certains un retour aux promesses de leur baptême, et qu'ils vont rejoindre justement, alors bien sûr, non pas la secte moderniste, l'entité Vatican II, hein, donc la pseudo-église du pseudo-pape François, qui d'ailleurs est tout à fait à fond pour le vaccin, bon, sans surprise bien sûr. Donc il faut espérer que ces gens, toutes ces personnes qui sont parfois de notre entourage, eh bien, continuent leur chemin, leur éveil, et arrivent vraiment à un vrai éveil, arrivent à une vraie lumière pour enfin se convertir, voilà, à la vraie foi catholique traditionnelle, et qu'ils rejoignent une des nombreuses chapelles qui existent en France, une des nombreuses congrégations traditionnelles qui existent en France, voilà, pour découvrir vraiment la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs de vérité aujourd'hui. Il y a plein de gens qui... Alors, mon ami Yannick de Radio Regina pourra mieux en parler que moi, parce qu'il a fait de très bons articles justement pour avertir un petit peu les uns et les autres sur certains éveilleurs, n'est-ce pas, bon, des gens qui par ailleurs peuvent être sympathiques, des gens comme Silvano Trotta d'ailleurs, qui est un compatriote strasbourgeois. Mais ce sont aussi aussi des genres de personnes qui ont une tendance qui pensent être des chercheurs de vérité, mais qui en fait sont un peu comme, vous savez, il y a un passage je ne sais plus dans quel livre du Nouveau Testament, où je crois qu'il y a un des apôtres qui nous prévient justement sur ces personnes qui cherchent toujours mais qui ne trouvent jamais. Donc j'aimerais avertir un certain nombre de compatriotes français
Vous cherchez la vérité, mais ne pensez pas que vous avez trouvé la vérité parce que vous avez rencontré, je sais pas quoi, QAnon, Silvano Trotta, ou comment il s'appelle, Alexis Cossette, qui sont sûrement des gens, bon, sympathiques, je ne les connais pas, mais qui disent aussi beaucoup de bêtises, notamment, et qui ne sont pas au clair sur la foi catholique. Si vous voulez atteindre la vraie vérité, vous devrez forcément passer par Jésus-Christ, et donc par la foi catholique. Bon, c'était juste mon petit message, mon petit passage de prosélytisme, mais je pense qu'il est important, parce qu'on ne le dit pas assez. Bon. Pour revenir à nous autres catholiques, face à cette situation assez inquiétante, effectivement, donc il faut bien réfléchir à comment nous organiser dans l'avenir, surtout pour les plus jeunes, hein, à bien réfléchir à votre formation, à toutes ces choses-là, parce que on voit vraiment que les choses, là on arrive à la fin de l'année 2020, et on voit quand même que les choses, l'avenir est assez dark, n'est-ce pas? Donc voilà, surtout avec ces histoires de vaccins, avec les déplacements qui sont déjà très, très difficiles, ne serait-ce qu'entre régions, entre pays. Hein. Nous ici on est à la frontière franco-allemande, c'est parfois assez compliqué d'aller de l'autre côté. Bon. L'avenir est assez dark, mais heureusement, nous autres, nous sommes toujours optimistes parce que nous savons que voilà, nous avons confiance en Dieu et Jésus-Christ nous aidera dans tous les cas. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on en a terminé avec cette petite vidéo. On se retrouve très vite, bien sûr, sans doute pour une présentation de enfin c'est pas mon livre, hein, mais du livre du révérend Père Berry, sur son commentaire sur l'Apocalypse, que j'ai eu l'honneur de traduire. Donc j'en reparlerai sans doute très prochainement. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite encore un saint et joyeux Noël. Et je vous dis, eh bien écoutez, à très bientôt dans une prochaine vidéo donc du Fidéposte. Salut à vous!